Donc, on fait un retour premièrement sur les différents cas d'utilisation, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça a besoin, puis en fait c'est quoi les règles théoriques qu'il faut suivre quand on regarde des cas d'utilisation. Donc le principe fondamental et premier, c'est de savoir qu'est-ce qui va être utilisé. Donc c'est quoi qui est représenté dans un système. Donc, quand on a des cas d'utilisation, on va avoir une espèce de boîte encadrée, puis à l'intérieur de cette boîte-là, il va y avoir différents cas d'utilisation. Donc, les différents cas d'utilisation sont représentés par des losanges, des ellipses avec le nom du cas d'utilisation, donc l'action qui peut être activée à l'intérieur du système. Pour être capable d'utiliser, pour être capable d'exécuter ces cas d'utilisation-là, ce qu'on va avoir, c'est des acteurs qui sont à l'extérieur du système, puis qui peuvent interagir avec le système. Fait qu'on va avoir des acteurs à l'extérieur d'un système, à l'extérieur d'une boîte. On va avoir une boîte qui va être le système qu'on veut représenter, puis à l'intérieur de ce système-là, on va avoir différents cas d'utilisation. La dernière chose qui va avoir de primordial, ça va être d'avoir des liens entre les différents cas d'utilisation, puis les différents acteurs qui peuvent activer ou utiliser les différents cas d'utilisation. Fait que on a les principes, ok, on a nos cas d'utilisation, ok, ça va bien. On a ensuite, oups, on va dans le mauvais sens. On a les acteurs, donc qui peuvent être des humains ou qui peuvent être des objets externes, donc des systèmes externes ou des liens de communication ou des serveurs externes qui ne font pas partie de mon système. Hein. Donc le principe du système, c'est de dire je vais être capable de représenter qu'est-ce que moi j'ai besoin de faire dans mon travail. Habituellement, on va représenter ça par des petits bonhommes pour représenter un être humain qui peut utiliser le dit système. On a différents types, mais c'est pas important dans les parties théoriques. Ce qui va être important, ça va être de représenter les différentes relations disponibles dans notre système. Donc, par défaut, une relation est un lien binaire. Ça veut dire que la relation a un acteur et un use case. J'ai pas le droit de faire des bifurcations à l'intérieur du même lien pour aller à différents endroits. Si j'ai besoin d'avoir un acteur qui a le droit de faire plusieurs cas d'utilisation, mais ça va être plusieurs liens individuels entre eux. On a aussi la multiplicité, la cardinalité qui est capable d'être assignée à ces relations-là. Donc ici dans l'exemple, on peut voir que on a un examen qui est conduit, puis on a des étudiants, puis il y en a de 1 à 3 étudiants qui font l'examen oral. On a aussi l'assistant qui fait l'examen. Puis ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un cas d'utilisation, toutes les relations qui sont reliées à ce cas d'utilisation-là sont utilisées en même temps. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand on active le Conduct Oral Exam, ben obligatoirement, il va y avoir l'assistant qui va être inclus et les étudiants qui sont inclus. On ne peut pas avoir un ou l'autre. Donc, quand on fait des liens avec les relations, il faut absolument que ça soit représentatif de toute l'activité qui est possible. S'il y a des cas facultatifs ou des choses comme ça, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser la hiérarchie, puis la généralisation, la spécialisation, l'héritage pour être capable de représenter des cas différents. Mais le principe, c'est de dire on a nos relations, pour chaque relation qui est reliée au même cas d'utilisation, ben à chaque fois que j'utilise ce cas-là, tous les acteurs reliés font partie de la communication de cette exécution-là, de ce cas d'utilisation-là. On a des extensions possibles, des manières modifiées de représenter les relations
ou en fait des liens qui ne sont pas directement des relations, qui représentent une manière de représenter des liens comportementaux en différents cas d'utilisation. Donc, le premier des deux possibles, c'est le include. Donc, on a un cas d'utilisation de base, puis le cas d'utilisation inclus, donc celui sur lequel la flèche se pointe. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que le A, quand il est exécuté, okay, il va aussi exécuter le B. Là, ici, il faut faire attention parce que le principe, c'est les relations après ça entre eux autres restent quand même exclusives. Donc, si on regarde, mettons, l'exemple qui est donné ici, ça veut dire que mon acteur, en ce moment, il peut activer A. Okay, donc, l'acteur peut activer A. Puis quand il active A, ça va aussi faire le comportement de B. Mais pour l'acteur, il a juste activé A. T'sais, pour l'acteur, s'il essaye de passer par le A, même si le B est exécuté, lui, il ne sait pas. Là, il n'est pas conscient de ça. Il n'y a pas de communication directe entre l'acteur et B, mais là, il y a aussi un deuxième lien. Okay, donc, je viens de dire ça, mais c'est quand on passe par A, il n'y a pas de communication avec B. Mais le deuxième lien de l'acteur dit aussi que l'acteur peut aussi activer B de manière indépendante. Donc, dans ce cas-ci, l'acteur peut communiquer avec A et B, puis quand il communique avec A, ça exécute B aussi. Un point important à mentionner, c'est que quand on est en train de représenter les différents diagrammes de cas d'utilisation, il faut toujours que les différents cas d'utilisation soient aient une relation avec un acteur. Donc ça veut dire que tu peux pas avoir quelque chose qui est juste une ellipse vide puis qui est connecté à rien. Il faut absolument que ça soit connecté à un acteur, sinon ça veut dire que c'est impossible de activer cette fonctionnalité-là, donc elle n'est pas nécessaire à ton système. En fait, c'est une des manières de voir que tu n'en as pas vraiment besoin dans qu'est-ce que tu es en train de créer. Donc ça c'est la première relation différente que la relation de base, le include. Donc c'est une flèche pointillée, okay, avec une direction avec le mot-clé include. Donc on suit la flèche pour savoir qu'est-ce qui est inclus à l'activation de le cas d'utilisation de base. Deuxième relation spéciale, c'est l'extension, le extend. Donc, même principe syntaxique, on a deux cas d'utilisation, sont reliés avec une flèche pointillée, okay, on marque le extend, puis ce que ça représente ici, c'est qu'on peut, quand j'active un cas d'utilisation, continuer puis passer à un autre cas d'utilisation puis l'exécuter aussi, mais c'est pas automatiquement prévu. Okay? Donc, le principe, c'est comme le include, mais facultatif. Une autre information importante avec le extend, c'est que la flèche va dans le sens un peu inverse de ce qu'on pourrait penser. Donc, on a encore l'exemple où c'est qu'on a notre acteur, on a le cas d'utilisation A, on a le cas d'utilisation B, qui notre acteur a des relations directes avec A et B, mais on a aussi une relation d'extension entre A et B. Puis là, le principe, c'est que notre A, quand il est activé, il peut activer B, mais il n'est pas obligé. OK? Donc, la flèche part de B puis va à A, mais c'est A qui est activé pour possiblement aller vers B. Donc, c'est une extension comme une espèce de sous-spécialisation. C'est avec ce sens de flèche-là qu'on l'utilise. Mais encore une fois, il n'y a pas de relation directe autre que s'il y a une relation qui est proprement écrite. Donc ici, c'est important d'avoir comme la relation entre l'acteur et B pour bien dire, l'acteur a le droit d'activer B tout seul. OK? C'est pas juste par A qu'il peut passer. Parfait. Ensuite, on a le principe de généralisation. Donc, le principe de spécialisation, généralisation, héritage, tout ça, c'est synonyme. Donc, le principe, c'est qu'on a
un code d'utilisation de base, encore une fois. Okay, donc ici, dans l'exemple, on a le code d'utilisation A qui est le code de base. Puis, on a une spécialisation de ce code d'utilisation. Ça veut dire que ça va être capable de faire tout ce que A est capable de faire, mais il y a certaines sous-opérations qui vont peut-être être modifiées ou peut-être que ça va rajouter de la fonctionnalité au code d'utilisation général. Donc ici, on parle de spécialisation. Donc dans le diagramme qu'on a ici à la droite, on a B qui spécialise la version générale A. Donc qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que quand on travaille avec la généralisation, c'est que B va hériter de tout ce que A a déjà. Donc, dans le diagramme à droite, hein, on avait dit que quand on a des différents codes d'utilisation, il faut absolument que chacun des codes d'utilisation ait une relation. Ben ici, B hérite de toutes les relations que A avait. Fait que ça veut dire que quand je voudrais activer B, ben, j'utilise les mêmes relations que A avait. Ça veut dire que l'acteur est aussi relié à B. L'acteur est aussi capable de communiquer avec B. Parfait. La généralisation peut se passer autant au niveau des cas d'utilisation que des acteurs. Donc, on peut avoir des acteurs qui sont des généralisations ou des spécialisations de d'autres acteurs. Encore une fois, le principe, c'est que ça va hériter des différentes relations. Donc, ça va être capable de faire tout ce que la version générale est capable de faire, mais ça va être capable d'en faire plus, possiblement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On a une dernière possibilité. Donc, on a la possibilité d'avoir des versions générales abstraites. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est abstrait? Ça veut dire que ce cas-là n'est pas supposé être un cas qui est utilisable en tant que tel. Donc, un élément qui est abstrait dans l'héritage, ce que ça implique, c'est que cette version abstraite-là n'est pas supposée être une version précise. Il va falloir qu'il y ait des spécialisations qui viennent avec pour dire que, ben, à partir de cette abstraction-là, qui est juste les éléments communs, je peux représenter un des éléments concrets, spécialisés, puis il n'y aura pas de version abstraite possible tout seul. Donc, ça, c'est pour qu'est-ce qu'on a dans la généralisation. Donc, ici, même principe avec les acteurs. Ici, ça nous permet, avec ça, de représenter un des cas typique de problématique des cas d'utilisation, c'est quand on veut représenter puis être capable de dire, ben, j'ai deux acteurs, puis j'ai un cas d'utilisation, puis je vais être capable de dire, ben, c'est soit l'un ou l'autre qui va être capable d'utiliser, ok, puis d'activer le cas d'utilisation. Je veux pas avoir deux flèches des deux acteurs qui vont au cas d'utilisation, parce qu'on a dit que le cas d'utilisation, quand il y a une relation, ben, à chaque activation, il faut que toutes les relations communiquent. Donc, si je veux dire, ben, c'est un ou l'autre, la manière de représenter ça, pardon, j'ai accroché mon micro. Donc, la manière de représenter ça, ça va être comme le diagramme qui est en bas à droite, hein, qui va avoir deux spécialisations. Il va avoir une généralisation, puis c'est cette généralisation-là qui va avoir la seule relation avec notre cas d'utilisation. Donc, ici, en bas à droite, le professeur est capable de faire le query. L'assistant est capable de faire le query, puis le research associate, ben lui, il est un acteur abstrait, ça veut dire qu'il n'est pas supposé être quelqu'un qui est capable d'activer directement le query. C'est juste que c'est la représentation des éléments communs entre le professeur et l'assistant. Parfait. Sinon, c'est tout ce qui a rapport à nos principes standards de description de code d'utilisation, mais c'est pas ça que moi je veux regarder aujourd'hui. Moi, je voulais vraiment garder, puis on va faire des exercices vraiment sur les principes de généralisation, sur le principe de relation, pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire à quel moment, qu'est-ce qui est impliqué quand il y a une généralisation ici, quand il y a une spécialisation ici, quand ça l'étend ça, quand ça l'inclut ça.
c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Un point important, c'est le principe que quand je vais vous poser des questions, moi je vais toujours partir de la norme UML. Ok, donc ici, quand on a la norme UML, il va falloir ça va être explicite chacun des liens. Ok, donc même si il y a quelque chose qui ferait aucun sens avec les meilleures pratiques à droite, là, tu sais, là, où c'est que on a le Y qui n'a pas de relation avec aucun acteur, nous autres, on va toujours représenter ça avec la norme UML dans les questions pour dire, non, s'il y a une relation quelconque à avoir, il va y avoir le petit lien dessus pour être capable de bien représenter ça. Parfait. Sinon, on a plein de sous-cas, mais nous autres, c'était pour la conception qu'on a déjà faite. Nous autres, on va juste regarder les principes fondamentaux de la théorie derrière. Hein, fait que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a la boîte qui est notre système, on a nos différents cas d'utilisation, on a des acteurs qui sont à l'extérieur du système, puis on va avoir des relations entre les acteurs et les cas d'utilisation. Chaque relation qui existe entre un acteur et un cas d'utilisation et chaque relation qui existe entre le cas d'utilisation et les acteurs, toutes ces relations-là vont être activées, vont communiquer durant l'utilisation d'un des cas d'utilisation. Donc, on a après ça le extend, le include, qui me permet de soit inclure l'exécution d'un cas d'utilisation dans un autre, puis le extend, qui est le même principe, mais qui est facultatif, comme sous-exécution. Puis finalement, le plus complexe pour cette partie-là, c'est la généralisation, l'héritage, qui me permet d'avoir des versions généralisées, puis des versions spécialisées qui va donc hériter de tout ce qui vient derrière avec. Fait que ça, c'est le retour qu'on avait sur le bloc de matière. On va faire des exercices, voir comment est-ce que ça s'applique dans des questions théoriques. Fait que moi, je veux... ça ici, comme ça. Excellent. Fait que on a une série de questions. C'est des questions à choix de réponse. Un peu comme les autres, il faut dicter qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est pas bon. Ça se peut qu'il y ait plusieurs réponses qui soient bonnes. Donc, on va commencer. On a une première question. Est-ce que vous êtes capable de bien voir le texte? Est-ce que c'est assez grand dans vos écrans? Oui, non, peut-être. Patate. Un peu plus grand pour moi, s'il te plaît. C'est ça que j'allais dire aussi. Excellent. Je m'en barre là, puis je clique sur le petit plus. Et voilà. Thumbs up. Attends, ça, je vais mettre ça de côté. Pour voir vos questions au besoin. Excellent. Fait que on a ici une première question. Donc, on a une mise en situation. OK? Donc, on veut représenter la situation suivante dans un diagramme de cas d'utilisation. On va être capable de dire qu'une réparation peut être effectuée par un maître, un stagiaire ou n'importe quel autre employé qui fait partie de l'atelier de réparation. Fait que j'ai ici 5 différents diagrammes. OK? Donc, on va regarder les 3 premiers. Donc, le diagramme A qui dit, bon, j'ai le maître puis le stagiaire. On a ici une généralisation, OK, employé, puis on a cette relation-là avec la réparation. Puis là, on a comme des variations de ça. Puis là, il faut être capable de décider lequel ou lesquels de ces diagrammes-là est capable de représenter notre situation. Fait que si on regarde le deuxième, on a un peu le même principe. Donc, on a notre maître, notre stagiaire. On a ça, c'est des spécialisations d'une classe généralisée employée, mais celle-là est une classe abstraite.
Puis encore une fois, on a la relation qui va être capable de faire la réparation. On continue. On a encore une fois le maître et on appelait ça le stagiaire qui sont capables de faire les réparations. On a un lien pour chaque. On a encore une fois le make repair, la relation, l'association entre le maître ou le stagiaire, mais cette fois-ci, on a une spécialisation pour le stagiaire par rapport au maître. Puis après ça, on a le dernier qui nous dit, OK, on a le make repair, on a le maître, on a les autres employés, on a le stagiaire, puis on a les différents liens pour chacun. Fait que, encore une fois, ce que je veux représenter, c'est capable de dire, je veux avoir un système qui est capable de faire une réparation qui peut être effectuée par un maître, un stagiaire ou tout autre employé d'un atelier de réparation. Fait que, mettons, on se donne juste un petit 2-3 minutes, là, jusqu'à, mettons, 36, mettons, là, juste pour y penser. Donc, si vous n'êtes pas capable là, de toutes les voir puis de vous donner des questions, n'oubliez pas que j'ai mis le lien sur le group chat pour aller chercher le PDF qui va avoir toutes ces informations-là. Comme ça, vous pouvez les regarder de votre bord. Fait que je veux qu'on se fasse une idée d'avance. Okay? Dans 5 minutes, on va se poser des questions ensemble pour penser à qu'est-ce qui est le bon. Donc, on prend 5 minutes, puis on essaye de penser à quel, possiblement avec un S, diagramme est capable de représenter notre mise en situation. Dans les réponses, on cherche la meilleure ou bien ceux qui sont faisables? Ceux qui sont faisables. S'il y en a plusieurs, c'est que tu as plusieurs choix de possibles. Dans le sens qu'il n'y a pas... c'est soit que ça marche, soit que ça marche pas. Il n'y a pas de principe de meilleur. Alright. Fait que on revient à nos moutons. On veut savoir par rapport à la mise en situation, c'est qu'on a une réparation. On dit qu'une réparation peut être effectuée par un maître, un stagiaire ou tout autre employé de réparation. On a ici 5 cas possibles. Puis on veut regarder chaque cas puis décider est-ce que ça représente bien ou pas bien la mise en situation. Fait que si on commence avec ça, qui c'est qui est prêt à me dire si A marche pas? Fait qu'on va y aller on va regarder les 5, puis on va se dire est-ce qu'il marche pas. Fait que, Alexandre, tu lèves la main. Ça veut dire que t'es prêt. Moi, je dirais que déjà le A, il fonctionne bien, mais non seulement il fonctionne Pourquoi? bien, je dirais que ce serait le meilleur choix. Pourquoi? Donc en fait, on sait déjà que nos 3 acteurs sont des maîtres, stagiaires ou autres employés. Donc on a déjà les 3 acteurs bien détaillés ici. Ils font tous la même action, donc ça fait beaucoup de sens de faire une généralisation sur le staff. Puis si j'avais comparé ça avec le B, où que le staff est abstrait sur le B, le B ne fonctionnerait pas parce que une abstraction, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un employé tout simple. Donc un autre employé ne fonctionnerait pas sur le B, mais fonctionnerait sur le A. Excellent. Fait que effectivement, le A est effectivement une bonne représentation du diagramme de cas d'utilisation parce que on a juste ce lien avec la réparation, puis après ça on a une généralisation / spécialisation / de l'héritage qui peut représenter les différents acteurs qui sont tous capables de faire l'action. Puis en même temps, tu as bien répondu en parlant de B, où c'est qu'on dit, dans celui-là, la seule différence, c'est que le staff est abstrait. Puis on dit que quand quelque chose est abstrait, ça veut dire que ça peut pas être une version concrète, ça peut pas être juste lui tout seul. Mais dans la mise en situation, on dit que tout autre employé est capable de le faire. Donc ça l'implique
qu'il n'y a pas juste des maîtres ou des stagiaires, il y a d'autres types d'employés qui sont aussi capables de faire la réparation. Parfait, si on continue, on va regarder le C. Est-ce que le C est une bonne représentation? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Qui c'est qui voudrait se lancer là-dedans? Sinon, je commence à lancer des noms. Bon, moi, j'imagine que j'ai dû en parler. Donc... Oui, non, t'es out, là, au moins pour 2-3 questions. Fait que, Marjorie, est-ce que t'es là? Je suis là. T'aimes ça faire des exercices, tu me l'as dit. Ouais, j'aime bien, ouais. Fait que, est-ce que, Oui, premièrement, est-ce que tu peux répète-moi ta répondre? question. Ouais. On est en train de regarder la mise en situation où c'est qu'on dit il faut être capable de dire une réparation peut être effectuée par un maître, un stagiaire ou tout autre employé. Puis je veux savoir le C, ici la représentation du diagramme de cotisation. Est-ce que c'est capable de bien représenter cette situation-là? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Si on peut commencer par oui ou non. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Moi, je te dirais que selon ton énoncé, je te dirais que oui. OK. Fait que ici, quand... c'est malheureusement pas le cas. Donc, la problématique pour celui-là, c'est qu'on dit que quand on a un cas d'utilisation, puis qu'on a des relations qui est liées à ce cas d'utilisation-là, ce que ça implique, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire la réparation, le maître et le stagiaire vont être impliqués. On n'a pas le choix. OK, donc de la manière que c'est écrit en ce moment, c'est que ça l'implique tout le monde qui est relié au cas d'utilisation. Mais dans ma mise en situation, c'est un ou qui existe. Hein, donc c'est le maître ou le stagiaire ou un autre employé. Ouais, un autre employé, ok. Fait que le C est pas bien capable de représenter ma situation. Il n'y a pas le staff. Ben, non seulement il n'y a pas le staff, mais si, mettons, on saute, ok? Mettons, tu dis le C, ça marche pas, il n'y a pas le staff. Je suis d'accord, ok? C'est une bonne raison pourquoi le C marche pas. Mettons qu'on saute ensuite au E. Puis on garde Marjorie, là, on s'attend qu'on en fait deux de la shot. Donc, dans le E... Oui, ben moi je t'aurais dit encore oui, parce que forcément, il n'y a pas de condition dans ton énoncé. Donc pour moi, c'est oui. Ben ça, l'affaire, c'est que la condition vient sur le cas d'utilisation. Quand on a une relation, on oblige d'avoir tous les acteurs de faire partie de la communication, de l'exécution de ce cas d'utilisation-là. Fait que ça veut dire que quand je fais une réparation, si j'utilise le diagramme E, ça veut dire que quand je fais une réparation, ça implique 3 personnes à chaque fois, obligatoirement. Pas que ça peut impliquer. Non, ça l'implique 3 personnes obligatoirement de la manière que c'est dessiné en ce moment, dans le E. Parce qu'à chaque fois qu'on a un lien, le lien est une communication obligatoire à l'utilisation du cas d'utilisation. C'est pour ça que ça marche pas ici. Là. Parce que nous autres, notre mise en situation indique qu'on peut avoir celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Donc si je te demande, quand je fais une réparation, il y a combien d'acteurs qui est relié à la réparation? Il y en a juste un. Il y a juste un acteur. Je ne sais pas c'est lequel nécessairement, mais il va juste en avoir une relation qui est avec la réparation. C'est pour ça que c'est notre A, en fait, qui était notre seul gagnant. Parce que lui avait juste une relation. Puis là, on avait un employé quelconque, puis on avait la possibilité que ce soit le maître ou la possibilité que ce soit le stagiaire, qui font tous partie avec la spécialisation, okay, qui hérite donc de tout ce que les employés sont capables de faire. Fait que dans le B ici, c'est
à cause de cette partie-là du texte. Parce que quand on a une partie abstraite, ça veut dire que ça ne peut pas être directement celui-là qui est dans notre problème. Le but de quelque chose qui est abstrait, c'est de dire que ça ne peut pas être une version concrète. Donc, dans la représentation du B, ça veut dire qu'il y a juste des maîtres, puis il y a juste des stagiaires. Puis les deux, ils ont des points communs qu'on appelle ça des employés. Mais puisqu'on dit que tout autre employé est capable de faire une réparation, ça implique qu'il y a possiblement des employés qui ne sont pas des maîtres, puis des employés qui ne sont pas des stagiaires. Donc, le staff ici ne peut pas être abstrait pour être capable de bien représenter ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Est-ce que tu as compris la réponse à la question? Oui, j'ai compris. Ok, c'est bon. Moi, j'avais pensé soit le A ou le B, mais j'étais plus focus sur le B. Ouais. Fait que si ça avait été un maître ou un stagiaire tout seul, puis que qu'est-ce que j'ai souligné en bleu n'existait pas, si c'était pas dans la question, ça aurait été le B qui aurait été le bon choix. Fait que c'est vraiment juste cette petite phrase-là qui change la réponse. Parfait. On va faire le... En fait, je pense que, juste pour être certain de bien décanter, je ne vais pas trop vous forcer, ça va être un autre 15-20 minutes ici, fait que je pense qu'on peut prendre une petite pause. Ça fait presque 1 heure qu'on est là-dessus. Fait qu'on peut prendre un petit 15 minutes de pause, je vais pouvoir remplir ma gourde d'eau. On va pouvoir bien regarder le numéro 1, puis on va pouvoir reprendre ça ici à nous autres 14h et 5. Fait que on peut se décanter un peu, regarder l'extérieur. Incapable de prendre ça. Est-ce que pour la première question, vous avez eu des bonnes réponses? Ça avait-tu pas périté? On a eu des thumbs up. Vous avez essayé de répondre au moins. C'est le minimum qu'on essaye en ce moment. Chat. Ouais. Moi j'ai un chien, fait que ça, je comprends pas cet emoji-là. Fait qu'on est de retour. On est prêt à attaquer une deuxième question. Donc, dans cette deuxième question-là, on a un cas d'utilisation déjà préfet. Okay? Donc, on a ici les cas d'utilisation B, J et C. On peut voir que le C inclut le J, puis le C inclut aussi le B. On peut voir qu'on a 4 acteurs avec 2 relations de généralisation. Donc, on voit le S qui est une spécialisation du R, donc faire attention au sens de la flèche. Hein? La flèche pointe vers la version générale. Puis on a le T qui est une version générale, puis le U qui est une spécialisation de T. On peut voir ici les différentes relations qui se passent à l'intérieur de ça. Fait que je te demande, dans ce cas d'utilisation-là, avec quelle cas d'utilisation est-ce que l'acteur U communique? Donc, U, en tant qu'acteur, il va communiquer avec quel cas d'utilisation? C'est pas grave si le cas d'utilisation communique ensuite avec un autre acteur. Moi, je veux juste savoir, U en tant qu'acteur, avec quel cas d'utilisation est-ce qu'il va être capable de communiquer? Donc, on a 3 cas d'utilisation possibles, B, C et J. Puis, je veux savoir c'est lesquels qui est possible de travailler avec. Fait qu'on se donne un petit 2 minutes pour penser à ça. Puis, on revient avec des réponses.
Alright. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer dans cet autre numéro? Puisque c'est un nouveau type de numéro. Ah, vas-y, Fatou, tu parles. Oh. Ok. Moi, je dirais que U communique avec tous les cas d'utilisation. Ouais, parce que on voit les pointillés ici, la flèche avec des pointillés, qui signifie qu'il y a comme c'est une comment c'est pas un extend, mais c'est L'inclusion, le include, ouais. oui, une inclusion, voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Puis c'est pour ça qu'on a ce genre de numéro-là. Fait que merci d'avoir essayé. Ici, justement, l'inclusion ne fait pas un lien relationnel entre le cas d'utilisation et l'acteur. Donc, le cas d'inclusion, mettons que notre acteur U en ce moment, qui est en bas à droite, active le C, ok? Ben le C, lui, à son tour, va activer le B et le J, mais l'acteur U n'a pas de connaissance de ça. Ok? Il n'y a pas de lien direct, il n'y a pas de relation, mettons, avec B directement. C'est pour ça que si l'acteur a besoin d'utiliser individuellement chacun des cas, j'ai besoin d'avoir une relation qui relie chacun des éléments. C'est pour ça qu'il y a une relation entre notre acteur U puis notre cas C, puis ensuite une autre relation entre notre acteur U et notre cas J. OK? Même s'il est inclus avec le C. Parce que ce que ça implique, ça veut dire que l'acteur U, il est capable d'activer le J tout seul, qui va juste exécuter, d'activer le C, qui va ensuite exécuter le J, puis le B, mais il n'est pas capable d'activer le B tout seul. Il n'est pas capable de communiquer avec le B directement. Donc ici, les deux cas d'utilisation qui communiquent avec l'acteur U, c'est le C et le J. Fait que celle-là. Donc, oui. pour déduire qu'il y a vraiment une communication entre un acteur et un cas d'utilisation, il faut que la flèche soit directement reliée entre l'acteur et le cas. Il faut que ce soit une liaison de relation pure. En fait, que ce soit pas une flèche en pointillé, que ce soit comme une ligne droite. Ok. Merci. Il y a une clarification à faire qui va être bien représentée dans la question 3. Fait qu'on va aller à la question 3. Fait que ici, on a un autre diagramme. Ok, donc on a ici deux acteurs, le X, le Y. On a le cas d'utilisation B, le cas d'utilisation A. Puis on a une relation de spécialisation pour le A. Donc, A est une spécialisation de B ici. Là. Hugo, juste oui. Avant de passer à la question 3, une question à propos de la question 2. Oui. Okay. Ici, on a l'acteur U, une génération de T, c'est ça? Exactement. La version T est la version généralisée. Oui, exactement. Donc, et après, on a U et J. Ce lien-là, est-ce qu'on peut l'enlever? Non. Ça ici, c'est une bonne question. Ici, si on vire la question à l'envers, ok? Puis je te dis, quels sont les acteurs qui seront communiqués quand j'active J seulement? Ici, ce qu'il faut regarder, c'est à partir de J, j'ai combien de relations? Hein? Donc, j'ai deux relations. Ça implique que je vais avoir donc deux acteurs qui vont être représentés dans cette communication-là. D'accord. Donc, si le lien entre U et J n'existe pas, c'est-à-dire le U ne peut pas communiquer en même temps que T avec J, c'est ça? Exact, exact.
Fait que là, ce que ça dit, c'est que quand j'active J, ça peut être 2 U, ou ça pourrait être un U puis un T. D'accord. C'est comme les deux possibilités. Fait que j'espère que vous avez bien écouté avec ça, parce que c'est ça qui se passe ici. Donc, justement, on a le diagramme suivant, on a la généralisation de spécialisation qui vient à l'intérieur, puis je demande quels sont les acteurs qui feront partie d'une communication quand j'active mon code d'utilisation B. OK? Donc, ici, comme on a dit, ben ici, des fois, il y a plusieurs liens, hein, comme on avait vu ici. Autour du J, il y a plusieurs relations, fait que ça prend plusieurs acteurs. Hein. Donc ici, on a des « et » logiques. Est-ce que vous avez déjà vu ce signe-là comme étant un « et » logique? Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, non? Peut-être? À moitié? Oui. Oui. Oui? Ok, excellent. Donc, hein, c'est une conjonction, hein, si on veut se péter les bretelles avec ça. Donc, c'est un « et ». Hein? Fait qu'on dit, ben, ça peut, quand j'utilise B, est-ce que c'est juste X avec qui je communique? Juste Y? Est-ce que c'est avec X et Y? Est-ce que c'est avec Y et Y? Et ainsi de suite. Donc, on a les différents choix. Donc, encore une fois, on se donne quelques minutes pour essayer de se poser cette question-là. Hugo, il va falloir que tu m'expliques comment est-ce que ce serait possible que ce soit comme 3 fois ou 2 fois X, comme X ou X, X ou X ou X, comme les réponses 5 et 6, ou même pour les Y. Je vois juste, j'ai difficile à comprendre pourquoi est-ce que ce serait des possibilités dans ces réponses-là. OK. Ben, si tu regardes, hein, à notre système en ce moment, si on va plus général, là, si on regarde juste la boîte, il y a 3 liens qui sortent du système. Hein? Fait que ça se peut qu'il y ait 3 acteurs qui sont reliés en même temps avec des choses qui se passent à l'intérieur. C'est ce que je vais te dire pour l'instant. On va regarder les réponses par la suite, puis je vais te donner un exemple de genre de question. Ici, on va faire un petit spoiler, là. Ça sera pas un de ceux qui a 3, mais il y a une manière facile de changer la question puis que ça donne des possibilités à 3. Fait que je te reviens dans 2-3 minutes sur comment est-ce que ça se fait qu'il peut en avoir 3. Dans le fond, c'est vraiment, genre, ça se répéterait s'il y aurait plusieurs liens qui iraient... Et voilà. Ok. Tu veux-tu le surveiller? Je vais copier les trucs. Alright. Donc. Ouais, exact. Alexandre, t'avais l'air de savoir où c'est que tu t'en allais. Fait que, quelles seraient les combinaisons d'acteurs possibles pour notre code d'utilisation B? Est-ce qu'Alexandre est parti parce qu'il avait trouvé ce qu'il avait besoin? Je sais pas, moi. Ouais. Oui. Moi, je dirais tout simplement que ce serait XY.
Y. X et Y. OK. Pourquoi est-ce que ça serait X, puis pourquoi est-ce que ça serait Y? Donc, il y a déjà une ligne directement de B à X. Donc, X est inclus dans la réponse, c'est certain. C'est pas mal. Mais... On n'est pas pire. Ben, puis ici, attends, est-ce que tu dis X puis Y ou tu dis X et Y? Tu sais, tu dis 1 et 2 ou tu dis 3? Hein, parce que c'est des réponses différentes. 3. OK. 3. Parce que aussi on a donc l'option A, donc X a accès à l'option A, mais A est comme un héritage de B, donc A est comme la même chose. Attends, si je me rappelle bien, c'est la même chose que B. Mais avec... fuck, c'est comment ça fonctionne déjà l'héritage? C'est... A fait la même flèche, chose que B. C'est ça, la flèche est capable de tout faire qu'est-ce que B est capable de faire, mais avec possiblement plus. Ouais, c'est ça, ok. Donc, ouais, c'est ça. Vu que X a accès à A qui fait la même chose que B, mais possiblement plus, donc ça revient à lui aussi. Mais il faut faire attention ici, parce que nous, qu'est-ce qu'on demande? C'est seulement qui c'est qui travaille, qui c'est qui communique avec B. Si on ne demande pas c'est quoi qui se passe avec X, on te demande qu'est-ce qui se passe avec B. Puis en ce moment, avec B, malheureusement, le seul lien, donc quand on a une spécialisation, ça l'affecte juste qu'est-ce que A représente. Hein, parce que ça dit que A est tout qu'est-ce que B est et plus. Hein, donc ça pourrait être ici comme tout qu'est-ce que B est capable de faire, puis ça pourrait être son propre code d'utilisation qui est comme à part. Moi, ce que je veux savoir, c'est le cas général. J'ai pas besoin de regarder rien qui se passe en dessous de la flèche de spécialisation parce que ça me concerne pas. Moi, je suis la version générale. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mes versions spécifiques. Fait que quand on regarde juste le B puis les liaisons que B a, ben, on a juste une liaison avec le X. Donc, la seule et la bonne et seule réponse, c'est le numéro 1 qui est le X. Il n'y a pas d'autres acteurs avec qui le code d'utilisation B communique. Fait que, on a ça. Qu'est-ce qui arrive si on l'inverse? Ok, fait qu'ici, on va dire, on reprend la question. Donc, question 3 modifiée. On se redonne du temps pour penser à ça, puis là, il va y avoir des réponses plus intéressantes. Donc, on reprend la question 3. Donc, quelle combinaison d'acteurs communique avec le code d'utilisation, mais pas B, ce coup-là, A. Donc, on remplace le B par A. Même diagramme, même liste de réponses. On se redonne quelques temps pour répondre à ça. Fait qu'on va dire, admettons, 14h30. Fait qu'on reprend cette idée-là, mais cette fois-ci, on essaye de regarder ça avec le code d'utilisation A, voir qu'est-ce que ça change. C'est comme... On écoute, moi, c'est ça. Une solution d'implémentation, surveillance des logs efficace, bien sûr. Excellent, ça me va parfaitement. Je peux essayer la réponse? Certainement. Moi, je dirais que si on change pour le use case B à un A, autant pour moi. Et les acteurs qui sont impliqués, c'est X et Y. Pourquoi?
Parce que X et Y pointent directement sur le A, sur le use case A. Excellent. Ici, par contre, il y a une affaire que tu n'as pas pris en compte, qui était l'héritage que A représente. Donc ici, on a une relation d'héritage, une relation de spécialisation entre B et A. Ouais, c'est ça. Right? Donc, on a le B qui est la version générale, on a le A qui est la version spécifique. Ben ça fait en sorte que quand j'hérite de quelque chose, j'hérite de tout ce que B a. Donc, j'hérite aussi de la relation entre le X et le B. Donc, tu as bien raison que quand on a le code d'utilisation A, il va avoir le Y, il va avoir le X, mais il faut aussi représenter cette relation-là, qui est héritée de B. Donc, ce que ça implique, ça, c'est qu'il va avoir le Y, il va avoir le X, puis il va avoir un autre X. Ok. Ça, c'est un peu mélangeant parce que, genre, moi, ce que je veux comprendre, quand est-ce qu'on prend en compte l'héritage et quand est-ce qu'on n'en prend pas en compte? Ben, l'héritage, on en prend en compte quand c'est la version spécialisée. OK? Donc, quand t'es le bout de pas de flèche. OK? Parce que quand je suis le A, c'est que j'inclus tout ce que B est capable de faire. Fait que c'est là qu'il faut que je fasse attention que quand je fais mon A, je fais aussi en fait tout ce que B fait. Mais quand je regarde la version généralisée, comme dans notre première version du numéro 3, quand je regarde juste le B, ben à ce point-là, j'ai pas besoin de regarder la spécialisation parce que la spécialisation n'a pas d'effet sur moi. Quand je suis la version générale, ben les versions spécialisées ont plus de stock, mais moi, ma version générale, il n'y a pas rien de spécial qui se passe avec. C'est ça c'est le sens de la flèche qui est important. Donc, si je comprends bien avec le sens de la flèche, c'est A qui hérite de B. Exact. Ok. C'est que là, si on demande les acteurs qui impliquent A, fait qu'il faut avoir X 2 fois parce que X pointe vers B. Exact. Mais si X, par exemple, ici ne pointait pas vers le B, ça allait être juste X et Y. Exact. Ok. C'est clair. Merci. Excellent. On fait des exercices puis on apprend. Yeah! Fait que on réutilise cette connaissance-là, donc on la refait ici. On va voir si on a bien appris de la leçon précédente. Donc, même genre de question, j'ai un diagramme, j'ai un X et un Y. Ce coup-là, j'ai juste directement A, puis entre X, puis juste directement B et Y. Puis j'ai j'ai de l'héritage entre A et B. A, c'est la version générale. B, c'est la version spécialisée. Fait que je te demande, c'est quoi la combinaison d'acteurs qui communiquent avec notre B? Donc, j'ai encore les mêmes genres de choix que tantôt. Fait que si on se réessaye ici, on se redonne un autre 2-3 minutes pour essayer de répondre à la question 4. Je me suis muté trop tôt. On répond maintenant ou plus tard? On va laisser le temps. Toi, c'est facile, tu viens d'avoir la réponse vif là, en répondant, là, mais peut-être qu'il y a du monde qui écoutait à moitié. Là, je vais leur laisser le temps de penser à leur affaire. On va leur donner un petit 2 minutes. Ok, mais pourquoi ça? Non, c'est pas que c'est un peu que je m'attendais comme pas. Alright. Fait que on revient ici, puis on se demande c'est quoi
les acteurs qui communiquent avec le code d'utilisation B. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer avec ça? C'est du monde qui n'ont pas encore parlé, là. Hein? On va aller chercher plus creux, là. Ah, Ryan, là. Le premier de la deuxième batch, là. Dis-moi, quelle combinaison d'acteurs communique avec le code d'utilisation B? Faut que tu démutes ton microphone, par exemple. Ou que tu tapes. Oh, il tape. Donc, Ryan dit X et Y, numéro 3. Donc, effectivement, on a ici X et Y qui communiquent avec le code d'utilisation B pour les mêmes raisons qu'on a présentées au dernier numéro. Donc, quand on a une spécialisation, hein, la spécialisation va possiblement ajouter des éléments, va possiblement modifier des choses, mais ça va quand même hériter de tout ce qui est dans la version générale. Donc ici, notre code d'utilisation B doit faire tout ce que le A fait, puis en plus de ça, va faire ce que le B doit faire. Donc le B communique avec Y, parfait, ça c'était facile, mais il faut aussi avoir le lien qui relie notre X et notre A qui est représenté ici, donc ça va être le X et le Y. Donc c'était notre numéro 3, X et Y, qui était la bonne réponse. Merci Ryan. On continue. On a notre numéro 5. Encore une fois, même principe. Tu as le droit à un cœur. Parce que tu es bon. Donc, on a un diagramme de cotisation. On a notre système. Donc, on a ici le A, le G, avec une spécialisation. La version générale, c'est G. On a une relation de spécialisation entre H et K. La version générale, c'est H. Faites attention au sens des flèches. On a nos différents acteurs, OK, S, R et U. Puis je te demande, quand je communique avec mon code d'utilisation A, quels sont les acteurs qui peuvent communiquer avec le code d'utilisation A. Encore une fois, on se donne juste quelques minutes, essayer de débroussailler, décider de notre bonne réponse, lock it in, puis on regarde ça ensemble dans quelques instants. Ouais. Effectivement, ça pourrait, mais comme je me rends compte comme en ce moment-là, plus qu'il me reste la moitié de ce qui me reste, je sais pas si ça serait possible que je parle à quelqu'un et dire ouais, mais comme si vous voulez que je continue à faire des petites affaires dans le backlog une fois de temps en temps en arrière dans rien qui est urgent, ça se peut-tu ça? Alright. And we're back. Fait que on a notre question 5. On a encore une fois un diagramme. OK, on a des relations, on a le extend, on a le A, on a le G. Puis on te demande, OK, ben quand je veux activer A, quelles sont les combinaisons d'acteurs? Donc, quel chiffre ou quel chiffre est capable de faire une communication avec A? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer avec ça? Kirilo! Excellent. On t'écoute, on te lit, on te... Oui, bonjour. Bien, bonjour. Oui, je dirais que ça peut être les utilisateurs RIS qui communiquent avec A, parce que A hérite... Là, ici, fais attention, c'est quoi ta réponse en chiffres? Ah, pardon, c'est 4, numéro 4. 4? OK, parfait. D'accord. Ma logique, c'est que A hérite de G, donc il va avoir tout ce qui G possède. Donc, ça veut dire la liaison avec R. Et puis, l'utilisateur S
à son tour il hérite de l'utilisateur R, donc ça veut dire que lui aussi il doit avoir une possibilité de communiquer avec G et aussi la classe qui hérite de G. Donc c'est tous les deux R et S peuvent communiquer avec A. Ouais. Ici, il y a une affaire qui est problématique. Le principe, c'est que, tu sais, ici, mettons que si on le fait c'est comme si on l'expande un peu, là, on dit, ben, le G, ok, c'est la version généralisée de A, fait que le A, c'est comme s'il y avait un lien vers R, ça, c'était la bonne chose à voir. Ben, à ce point-là, il y a combien de liens total qui sort? Il y en a juste un. Fait que notre réponse, il va juste en avoir un acteur. Fait que ici, il faut moduler notre réponse parce qu'il y a juste un acteur qui va être en communication avec A. Fait que si on prend cette possibilité-là, quels sont les acteurs possibles? J'ai entendu quelqu'un dire des choses? Oui, c'est moi. Oui. Mettons que la bonne réponse R et S, RS1 et 2. Ah ah. Cela, ça veut dire que R ou S. Oui, c'est ça que ça voudrait dire. Donc, à mon avis, c'est ça la réponse? Tu as bien raison. Donc, Kirilo avait bien vu que la spécialisation de A faisait en sorte qu'il héritait de la relation de G, mais seulement de la relation, donc pas le extend. Donc, on avait une relation avec R, fait que R était possible, donc 1 était possible, mais S est une spécialisation de R, donc S aussi est capable de faire le lien avec A. Fait que les deux possibilités. Donc c'est soit R, soit S? Exactement. Les réponses, c'est 1 ou 2. Elle a quel âge? Ok, c'est clair. Excellent, excellent. On arrive sur notre deuxième heure. Fait qu'on peut se prendre une autre petite pause. Avant d'aller en pause, Ben je oui. voudrais savoir parce que là, si j'ai bien compris, la réponse doit être une des réponses ou deux des réponses. C'est soit R ou soit S. Fait qu'on a deux possibilités de réponse. Si on dit que c'est les deux, soit un ou deux. Exact. C'est correct? On doit choisir un? Non. La réponse à la question, c'est quoi des les deux. combinaisons d'acteurs? Ben, la combinaison d'acteurs R est possible, tout seul, puis la combinaison d'acteurs S est possible tout seul. Ok, parfait. Merci. Parfait. Fait qu'on va dire reprise. Là, il va être 15h, mettons les 5. Parce que faut que j'aille aux toilettes. Vous allez adopter où juste dans le paramètre? OK. On est de retour. Donc, on va continuer dans notre série de questions. Donc, on se demande ici, on a un autre diagramme semblable à ce qu'on avait précédemment. Puis, ce coup-là, on se demande, OK, notre acteur U, OK, avec qui il va communiquer. Donc ici, c'est peu importe si comme il est impliqué en même temps avec d'autres acteurs ou que ce soit, en gros, U, il communique avec quel cas d'utilisation spécifique. C'est ça notre question d'aujourd'hui. Donc on a 4 cas d'utilisation possibles, A, G, H et K. On veut savoir c'est lesquels qui communiquent avec lui. Donc, on se donne quelques instants pour penser à ça.
puis on revient avec notre réponse. Ça beaucoup, je sais pas ce qu'il va chercher. Ah, ok, it's back. Ah oui, restoring packages. Ok, pense de quoi? Ouais, ouh, ok. Il y a des barres qui montent, moi ça me satisfait. Ok, ok. Maintenant, si on refait le right click, mettons, là. On peut se mettre dans les properties. Alright, on essaie de regarder ça ici. Donc, on se demande, avec le diagramme suivant, quels sont les cas d'utilisation qui vont communiquer avec U. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer avec ça? Essayez de répondre en levant la main, en le dictant sur le chat, en le mimant avec des signaux de fumée. Vas-y, Alexandre. Je serais tenté à dire que toutes les possibilités, qu'il y aurait accès à toutes les possibilités. Pourquoi? Donc déjà, on sait qu'il y a des liens directs à K et H, donc ça c'est sûr. K et H, on est pas mal certain, effectivement, que c'est bon. H extend sur G, donc G, et que c'est une option qui va s'ouvrir aussi à lui. Ici, il faut faire attention, parce que le extend puis le include ne propagent pas la relation comme la généralisation puis la spécialisation. Parce que le U, lui, ce qu'il va activer, c'est juste H. Après ça, H, lui, va exécuter le G, mais il n'y a pas de lien direct entre le U et le G. Ben, c'est pas une option qui s'ouvre, qui va être à lui, comme voulez-vous faire l'action G après qu'on ait fait le H? Ben, c'est pas dicté d'aucune manière, tu sais, là. Donc, c'est le H qui va décider est-ce qu'il exécute G ou pas. C'est pas le U. Donc, les extensions, extend puis les include ne propagent pas les relations. Fait qu'ici, il y a vraiment juste K et H. Ok, donc j'avais pas bien compris les extend. Je pensais que c'était ça ouvrait une autre possibilité à l'utilisateur. Ben ça, c'est pas à l'acteur que ça le rouvre. Donc c'est vraiment comme décidé par l'action que t'as pris. Ok. Yep. Excellent. Fait que je change ma réponse, puis juste H et K. Excellent. T'sais, on donne une deuxième chance. Mettons qu'on change ça rapidement, là, puis que je te dis, dis-moi, dans quel cas d'utilisation, avec quel cas d'utilisation l'acteur S communique. Fait que c'est le même principe, mais à la place d'être U, c'est S. Fait que c'est avec quel cas d'utilisation. S hérite de tout ce que R peut faire, donc on peut déjà voir que R a accès à G, donc on sait déjà tout de suite que G est là. G est là. Donc A est une version spécialisée de G. Je pense qu'il n'y avait pas de ligne comme ça, si j'ai bien compris, c'est que tous ceux qui ont accès à G ont aussi accès à A. C'est ça? Effectivement. Ok, donc ils ont accès à G et à A. Et après ça, il n'y a plus de ligne qui s'en va nulle part. Donc, plus de ligne pertinente, mettons.
il y a l'extend, mais justement, on sait que l'extend ne propage pas. C'est dans l'autre sens. C'est ça. Fait que, ici, en fait, c'est un autre point important. Là. Justement, le extend, il est pas dans... je me suis trompé, j'ai pas regardé l'essence de la flèche avant de parler. Là. Le extend, ici, est dans l'inverse de qu'est-ce que nous, on penserait. Fait que ici, c'est quand on active G qu'on pourrait activer H, pas l'inverse. Le extend a le même sens de la flèche que la spécialisation. Ça pointe vers comme le niveau de base. Mais effectivement, tu avais quand même raison. Il y a juste A et G qui sont reliés à S. Parfait, on continue. Fait qu'on a une autre mise en situation. Donc, comme pour le premier numéro, on a une petite phrase qu'on veut représenter avec un diagramme de code d'utilisation. Fait qu'on a une série de codes d'utilisation, puis on se demande, OK, lequel qui est le bon parmi ceux-là. Fait qu'on a ici la réponse suivante. Les administrateurs, ou, oups, c'est sa secrétaire ici, s'il vous plaît. Arrête d'être dyslexique, s'il vous plaît, Hugo. Ou ses secrétaires, ou... Ça, c'est... On va y aller avec c'est. En tout cas, je vais fixer tantôt dans le PDF. Sont autorisés à prendre des rendez-vous, mais personne d'autre. Fait qu'on a ici un premier cas avec le secrétaire et le directeur, avec une relation abstraite d'employé qui peut faire le rendez-vous. Sinon, une relation de généralisation qui fait le rendez-vous, ou sinon, secrétaire et directeur directement sur le rendez-vous, ou sinon, secrétaire, ok, puis le directeur, c'est une spécialisation qui peut faire les rendez-vous. Donc, on se donne 1 ou 2 minutes pour penser à ça. Donc, on a ici les administrateurs ou les secrétaires sont autorisés à prendre des rendez-vous, mais personne d'autre. Donc, comment est-ce qu'on réussit à représenter ça dans un diagramme? Excellent, on a reçu une réponse de Farisa, puis on a des thumbs up, ce qui semble indiquer que le monde sont d'accord avec elle. Fait que je vais te demander, Farisa, pourquoi A spécifiquement, ou sinon, pourquoi aucun des autres? Fait que c'est soit que tu défends le A, ou que tu démolis chacun des autres à ta guise, mais tu t'es lancé, maintenant il faut défendre ton point. C'est le A, c'est parce que on a juste la secrétaire ou bien le directeur, donc c'est le OU. Du moment que c'est une spécialisation. Donc ça, on a juste le secrétaire ou bien le directeur et on a le abstract, donc les autres ne sont pas autorisés à communiquer avec notre cas d'utilisation. Exactement. Donc, bonne réponse. On a effectivement le A qui est la bonne réponse parce que c'est soit les administrateurs ou les secrétaires, mais c'est un des deux. Donc, ça ne peut pas être aucun des cas qui relie les deux en même temps. Donc, il faut que ça soit le A ou le B. Puis ici, puisque c'est soit les administrateurs ou les secrétaires, mais personne d'autre. Donc, ça ne peut pas être un autre type d'employé. Il faut que ce soit le directeur ou les administrateurs ou soit les secrétaires. Donc, on a ici la représentation avec le type abstrait qui va nous obliger à avoir une spécialisation qui est tirée de lui. OK? Donc, effectivement, le A, bien défendu, Farisa. C'est excellent. On continue. On s'en va à notre question 8. Donc, dans la question 8, même principe, on a, que l'autre numéro d'avant, là, on a un diagramme de code d'utilisation. On veut savoir, OK,
c'est quoi les combinaisons d'acteurs qui sont capables de communiquer avec le code d'utilisation B. Donc, on a un paquet de possibilités. Je demande qui c'est qui est capable de communiquer avec le B. Je vois que Kevin essaie de prendre le contrôle de mon écran. On n'est pas chummy de même encore. Je vais te demander de donner de bonnes réponses. Pour pouvoir prendre le contrôle de mon écran. C'est correct. Moi aussi, je l'accroche des fois dans des meetings. J'étais dans le meeting genre du département, là, puis moi aussi j'ai accroché durant mon premier meeting où c'est que j'étais là. C'était... Surtout on est au cours 14, là. C'est le temps de faire des bêtises. Pense-y, mais c'est à toi que je me tourne quand je vais demander la réponse. Parce que t'as accroché le piton. Ok, donc on a une réponse de Kevin. Ici, il faut... Ici, je te conseille de répondre avec les numéros, parce que si R et U, c'est-tu 1 et 3, ou c'est 6? Ou c'est-tu 1, 3 et 6? Ou... Donc, on a 1 et 3. Fait que, pourquoi 1 et 3? Fait que, ici, on se demande quelle combinaison d'acteurs communique avec B. Fait que, on a ici le B. On a définitivement celui-là ici. Donc, on a le R. Puis là, ici, tu... t'es confus avec la spécialisation. Donc, faut faire attention à la type de flèche. Quand on a le include, ça ne relie pas, ça ne change pas, ça ne hérite pas des différentes relations. Donc, le U ici n'a pas de connexion avec notre B. Donc, on a le R, ok, qui est bien relié avec le B, ça c'était bon. On n'a pas le U, parce que la relation d'inclusion ne propage pas les différentes relations. C'est pas comme si c'était une relation d'héritage. Mais parlant justement de relation d'héritage, on a le S, par exemple, qui est une spécialisation de R. Fait que lui va avoir un accès à toutes les relations que le R est capable de faire. Fait que on a bien le 1, ok, ça c'était bon. Mais c'est le S qui va être aussi avec lui. Donc on a le R et le S qui sont disponibles pour celui-là. Donc 1 et 2 étaient la réponse qu'on cherchait. Le include est un principe qui est utilisé à l'intérieur des descriptions des codes d'utilisation. Donc, ici, quand, mettons que je suis U, puis que j'active mon C, ben, le C peut, à son tour, activer puis exécuter qu'est-ce qui se passe dans le B. Donc, en fait, c'est que quand je suis U, puis que j'active mon C, lui va faire une activation de B qui, lui, va commencer à communiquer avec le R ou le S. Mais entre le B et le U, il n'y aura pas de communication. Ok, donc il va y avoir un lien d'exécution, mais il n'y aura pas de communication qui va se passer. Il n'y a rien que B a besoin de savoir de U, puis il n'y a rien que U veut dire à B spécifiquement. Tout va se passer avec
juste l'élément. Si on peut faire le cours d'Hypermédia 2 la session prochaine ensemble, laisse-moi dire, c'est une toute autre paire de manches. Chaque cours, c'est voici quelque chose, programmez-le. Fait qu'on a notre question numéro 8 qui est faite. On s'en va à notre question numéro 9. Donc ici, on a un diagramme okay, qui utilise encore une fois la généralisation et la spécialisation. Puis là, je demande, dans les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont véridiques. Fait que, est-ce que A et B exécutent Y ensemble? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que A et B peuvent exécuter Y séparément? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que A et B exécutent Z ensemble? C'est vrai? Puis est-ce que A et B peuvent exécuter Z séparément? C'est vrai. Donc, même principe que les autres. Il faut que tu répondes une multitude de choix de 1 à 4. OK? Pour présenter les affirmations qui sont vraies par rapport au diagramme. Donc, on se laisse encore quelques minutes. Puis, on regarde ça par la suite. Hugo, j'ai une question. Mm-hmm. Donc là, ici, on dit exécute Y ensemble ou peuvent exécuter Y séparément. Dans le fond, ils peuvent. Moi, je vois très bien comment ça peut être exécuté séparément. Donc, chacun a leur droit de faire telle action à n'importe quel moment donné, mais exécuter Y ensemble. Mm-hmm. Qu'est-ce que je guette de ça, c'est qu'il faudrait que A et B fassent Y les deux en même temps pour que ça marche. Mais ouais, mettons que je te donne un exemple. Ici, pour le D, là, le Make Appointment, ben attends, même plus simple que ça, là, le C ici, là, le Make Appointment, la secrétaire et le directeur l'exécutent ensemble. Fait que c'est ça. L'exécution ensemble, c'est que les deux le font en même temps. C'est ça que ça représente. Est-ce que ça clarifie? Ben, je dois te dire, alors, je comprends plus c'est quoi le but de faire de l'héritage, alors, si c'est ça. Ben, ça veut peut-être dire que c'est pas une bonne réponse. Je te demande juste ceux qui sont vrais, là. Ils sont pas nécessairement tous vrais, là.
Fait que si on essaie de donner une réponse à ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour dire quelles sont les affirmations qui sont vraies dans le diagramme suivant? Fatou! Je vais essayer. Donc, quelles sont les affirmations qui sont vraies et pourquoi? Moi, je dirais que c'est 2 et 4. OK. Fait que, pourquoi 2 et 4 et pourquoi pas 1 et 3? Pourquoi 2 et 4? Déjà, 2, on dit A et B peuvent exécuter Y séparément. Fait que là, B, il n'est pas directement relié à Y, c'est juste parce que B, il hérite de A. Exact. Donc, c'est cette liaison qui fait que B est capable d'exécuter Y, mais c'est pas avec A qu'il va exécuter Y, mais séparément. C'est exact. Et maintenant, concernant la réponse 4, A et B peuvent exécuter Z séparément. Fait que là, c'est toujours cette liaison cette flèche qui lie Y et Z qui rentre en jeu. Fait que là, A peut exécuter Z de façon indirecte. Et vu que B hérite de A, fait que là, B aussi peut exécuter Z de façon indirecte, mais pas ensemble, séparément. Exactement. Donc, c'est effectivement 2 et 4, bravo. On a juste une relation, juste une association, fait que c'est sûr que ça peut juste être 1, fait que déjà là, dès les exécuter ensemble, ça ne marche pas ici. Donc, on a juste un lien sur Y. On dit que A est capable de faire Y, ça c'est la partie facile. On a la spécialisation de A qui me permet d'hériter des mêmes liaisons que A, mais pour B. Donc, B aussi est capable d'exécuter Y. Mais comme tu as dit, c'est le même, ça passe par le même lien, il y en a juste un, donc c'est A ou B qui peut exécuter Y. Puis, ben, ce lien-là est hérité par Z. Fait que tout ce que Y était capable de faire, Z va être capable de le faire. Donc, puisque A et B pouvaient exécuter Y séparément, ben A et B peuvent aussi exécuter Z séparément. Excellent. On va vers notre dernière question de la journée. Donc, je demande avec quel cas d'utilisation est-ce que l'acteur T va communiquer? Donc, ici, on a la généralisation de cette base-ci, on en a ici, on a d'extension. OK, on a D, E et F. Je demande avec quel cas d'utilisation est-ce que T peut communiquer? Fait qu'on va cesser un dernier petit moment pour penser à ça. Puis on va revenir avec notre réponse. Je devrais mettre la musique de Jeopardy pendant ce temps-là. Je vais vous laisser penser.
Alright. Fait que on a quelqu'un qui se lance dans le mêlée qui a dit F et E. Est-ce que tu peux nous bring it home, Farisa, et nous dire pourquoi? C'est parce que le T, il est en relation directe avec le F. Effectivement, ça est facile. Et il hérite aussi de R. Exact. De moment que R il est en relation avec... Il communique directement avec le E, donc c'est le F et le E. Et voilà. Donc, ici, on a le F, ok, qui est relié directement. Puis, puisque on a ici une relation de spécialisation, lui hérite de tout ce qu'il y a là. Et hérite donc de E aussi. Fait que, on a effectivement E et F. J'ai une question. Qui sont les deux possibilités. Oui. Je pensais que le D se ferait aussi parce que E, c'est une version spécialisée de D. Fait que E, c'est effectivement une version spécialisée de D. Fait que ça fait en sorte que le E a un lien vers le S. Mais c'est quand même pas T. Ok, puis ici, il faut faire attention. La spécialisation a un lien, mais c'est une affaire spéciale juste pour S. Ok, l'héritage marche juste dans un sens. Mais les actions de D ne se font pas avec E. Ben, pas qu'ils vont se faire, c'est juste que tout ce que D est capable de faire ou quand il va s'activer vont se faire dans E. Ok, donc E hérite de tout ce que D est capable de faire. Mais il n'y a pas d'autres liens qui vont vers T, par exemple. C'est quoi qui accroche dans la... Bon, ça va, ça va. Ouais, ok. Dans le fond, c'est comme ça. Ça va pas vers D, ça prend ce que D a, puis ça le met dans sa propre bulle, on pourrait dire. Exactement, exactement. Ça l'hérite de tout ce que D est capable de faire. C'est comme une copie conforme à l'intérieur de E. C'est juste qu'on veut pas comme doubler puis copier tout ce que ça fait qu'on fait juste mettre une flèche puis dire ça l'hérite, et donc c'est comme une version spécialisée qui a tout ce que D est capable de faire, mais un petit peu plus. Excellent. Fait que ça fait le tour des genres de questions que je peux vous poser sur la théorie des cas d'utilisation. Donc, c'est toujours, soit je vous donne un diagramme, puis je vous pose des questions sur ce diagramme-là, ou sinon je vous mets une situation, puis je vous mets une série de diagrammes possibles. Puis là, il faut décortiquer les informations, décider du bon diagramme, dire c'est quoi les acteurs possibles, c'est quoi les cas d'utilisation possibles par rapport à leur lien de généralisation, spécialisation, d'extension, d'inclusion. Il peut aussi y avoir des éléments plus affirmatifs, donc une série d'affirmations que je vous dis, ben, lesquelles là-dedans sont véridiques, lesquelles là-dedans sont fausses, puis il faut réussir à répondre par rapport à la situation. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ce bloc de matière-là? Ça va-tu, après les séries d'exercices qu'on a faites aujourd'hui, est-ce que ça sonne pas pire? Est-ce que vous vous sentez prête à être capable de faire ça dans un contexte évalué? Oui, non, peut-être. C'est quand la date d'abandon? C'est toutes des réponses possibles? Peut-être. Moi, je pense que ça devrait aller. Ok, excellent. La date d'abandon, on peut abandonner jusqu'à fin août. Non, mais je pense que c'est déjà passé, là. Habituellement, c'est comme après le tiers. Non, mais tu sais, à cause du Covid, t'as le droit, là. Tu vois. C'est pour ça, hein, on se garde une petite... moi, en fait, sur ces derniers exercices-là, c'est les termes que j'ai du mal à comprendre, tu sais,
acteurs. Bon, les acteurs, donc c'est en général, c'est les petits bonhommes que tu dessines. C'est les petits bonhommes, ouais. Ok, et puis quand on parle de code d'utilisation, c'est toujours les blablabla, blablabla, blablabla. Quand on parle de code d'utilisation, c'est toujours les petits ellipses. C'est des ellipses, c'est pas des ronds parce que je sais pas, man. Ok, oui, c'est bon. C'est des patates. Et voilà. Et donc, quand tu dis communique, c'est bien entendu, c'est en gros qui ont un lien, c'est ça? Exactement. Okay. Qui sont reliés ensemble. Reliés ensemble, ok, ouais. Bon, ben, ouais. Merci. Excellent. Fait que ça serait ça pour aujourd'hui. Ah, c'est sûr que Kevin, ça serait nice de pas avoir à rien faire et de juste avoir le diplôme, là, mais... ouais. Fait qu'effectivement, la grande difficulté, comme Moyet le présente, c'est vraiment de bien comprendre les règles de généralisation puis de spécialisation. De savoir, ok, ben, quand on a une spécialisation, ça hérite de tout ce qui est capable et ça hérite donc de ses relations. C'est vraiment ça qui est la difficulté de cette partie-là, puis qu'il faut vraiment se mettre les bonnes bases pour être certain d'être capable de bien faire. Fait que sinon, ce serait tout pour nous aujourd'hui. On se revoit, nous autres, mercredi, pour être capable de faire le même genre de choses, mais cette fois-ci avec les diagrammes de classe. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une première partie où c'est un rappel de tout ce qu'on a vu, puis après ça, des séries d'exercices théoriques pour être capable de bien passer au travers du bloc de matière théorique. Oui, si tu regardes en fait les diapositives que je donne, c'est basé sur un livre qui s'appelle UML at Classroom. Puis c'est là-dedans que j'ai basé le cours sur ce livre-là. Donc c'est celui-là que je suggère pour être capable de faire toutes ces affaires-là facilement et convivialement. Cool. Fait que sinon, je vous souhaite une bonne après-midi. Comment ça va vous autres, vos restants de vos cours là? Kevin, il chiale de passer programme.